Pinarelli est une maquilleuse québécoise travaillant avec les plus grands lorsqu'en 2009, quelqu'un va s'en prendre à elle. L'acharnement et la barbarie de l'acte va énormément choquer les enquêteurs et la famille. Malheureusement, l'affaire ne sera pas très médiatisée à cause d'une autre affaire qui s'est passée exactement au même moment au Québec et qui a monopolisé l'attention des médias. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Pinarelli, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une affaire québécoise, une affaire qui est peu connue, j'espère que je vais pouvoir vous la faire découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément et puis ça me fait vraiment plaisir. Aussi, je tenais à vous remercier pour les 15 000 abonnés, je ne l'avais pas dit plus tôt parce qu'en fait j'avais enregistré mes vidéos à l'avance, mais bon, maintenant que j'enregistre et qu'on a atteint les 15 000, je tenais vraiment à vous remercier, ça m'a vraiment rendue très heureuse et ça me pousse à continuer. Bon, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2009, Pinarelli est une femme de 47 ans vivant au Québec à Montréal. Pina est maquilleuse pour de grandes stars internationales, elle a donc tout un cercle d'amis parmi les gens très connus et d'ailleurs elle est sortie avec la mannequin Eve Salvay, elle aussi très connue à l'époque. En 2009, Pina était célibataire et attendait de retrouver l'amour. Pour vous décrire sa personnalité, je vais vous lire ce que sa meilleure amie, Émilie Gauthier, avait dit à son égard. Les clients, les acteurs, tous ceux qui s'asseyaient dans sa chaise tombaient sous son charme les uns après les autres. Elle était très maternelle, elle enveloppait les gens. Dans le cinéma, quand on est des maquilleurs ou des coiffeurs, c'est vraiment la position essentielle qu'il faut prendre en haut de la liste. Le pourcentage de techniques de pinceau ou de brosse est tellement faible comparé à un « t'es beau », « t'es bon » ou « t'es capable ». Aussi, Pina n'était pas à Montréal depuis très longtemps, elle était née et avait grandi là-bas, mais son métier la poussait à beaucoup voyager et en 2009, elle revenait d'un long séjour à Los Angeles. Elle n'avait donc pas d'appartement à Montréal et donc au moment des faits, Pina vivait chez sa maman qui se rendait quand même un peu âgée et donc elle était avec elle aussi pour s'en occuper. Plongeons-nous maintenant dans la nuit du 1er au 2 août 2009. Pina et son autre meilleure amie qui s'appelle Annette avaient décidé de sortir dans Montréal ce soir-là. Pour vous parler un petit peu de leur relation, Annette était elle aussi homosexuelle et les deux avaient formé un couple quand elles avaient plus ou moins 20 ans, mais ça s'était terminé, mais malgré tout elles étaient restées vraiment de très bonnes amies. En fait, le 1er août dans la soirée, elles avaient été à un concert et puis elles avaient décidé après de sortir dans Montréal pour profiter encore un peu plus. Elles se sont donc rendues au bar Saphir qui se situe sur le boulevard Saint-Laurent. Le soir se passe bien, Pina boit quand même pas mal et elle paye des verres aux personnes dans le bar. Aussi, Pina va consommer un petit peu de cocaïne pendant la soirée. À un moment donné, 3 hommes vont s'approcher de Pina et Annette. Ils ont l'air sympathiques et ils vont commencer à discuter et à se payer des verres, à boire ensemble, etc. Il est à présent 2 h du matin et les 3 hommes vont inviter Pina et Annette à poursuivre le reste de la soirée avec eux. Sauf qu'Annette, elle est fatiguée, elle va dire à Pina, écoute, reste avec eux, amuse-toi, mais moi je vais rentrer dormir parce que du coup demain je dois me lever. Mais voilà, le 2 août, donc le lendemain, Annette va recevoir un appel de la maman de Pina qui lui demande si elle sait où est Pina parce qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Mais voilà, Annette, elle l'a pas revue depuis 2 h du matin, là où elle l'avait laissée avec les 2 hommes, et donc elle sait pas vraiment en dire plus à la maman de Pina. La famille de Pina et Annette vont alors la chercher pendant 2 jours, et c'est seulement le 4 août qu'ils vont se rendre au commissariat de police pour signaler la disparition de Pina. Mais voilà, la policière qui va les recevoir est assez perplexe, et elle va leur dire de revenir un peu plus tard. Elle dit qu'il n'y a pas eu assez de temps qui s'est écoulé et que si ça se trouve, Pina va tout simplement revenir. Mais voilà, Annette et le frère de Pina qui s'appelle Tony ne vont pas vraiment vouloir attendre et ils vont insister et ils vont décrire la manière dont Pina était habillée le soir de sa disparition. Et là, la policière, elle va comme changer de tête et elle va dire « je reviens ». Elle va alors revenir avec un autre enquêteur et là, ils annonceront qu'un corps a été retrouvé qui correspond à la description qu'ils ont fait de Pina.
Son corps avait en fait été retrouvé le matin même, aux petites heures du matin du 4 août. C'était en fait un sans-abri qui s'appelle Pierre Pinchot qui l'avait retrouvé alors qu'il cherchait un endroit où dormir. Il était finalement tombé sur une sorte de petit cabanon derrière un concessionnaire automobile abandonné, juste à l'extérieur du centre-ville de Montréal. Pierre avait alors essayé de rentrer dans le cabanon et la porte était justement déverrouillée. Mais voilà, en entrant, il avait senti directement une odeur de décomposition de chair et aussi il va voir qu'il y avait eu un incendie. Pire, Pierre va remarquer que l'incendie semblait venir d'une sorte de tapis enroulé, mais il remarque aussi que des pieds humains ressortent de ce tapis. Pierre va alors se dire qu'il a découvert le corps d'un enfant parce que c'était vraiment des petits pieds, des petites jambes. Il va téléphoner à la police va arriver et c'est là qu'ils vont découvrir que non, ce n'est pas un enfant mais une femme de 40 ans. Cette femme, c'était donc Pina. Heureusement, le feu n'avait pas trop attaqué le corps et le médecin légiste a pu faire son travail correctement. Il dira que le visage avait été nettement déformé par les fractures. Aussi, sur le corps de Pina, le légiste va retrouver 3 sortes d'ADN. Il va retrouver de la salive un peu partout sur le corps. Il va retrouver aussi un chewing-gum qui avait été mâché et abandonné là. Et surtout, sous les ongles de Pina, on va retrouver de la chair humaine, comme si Pina avait essayé de se débattre et avait griffé son agresseur. De plus, il faut savoir qu'à côté du cabanon où avait été retrouvé le corps de Pina, il y avait une caméra de surveillance. Évidemment, elle sera saisie par les autorités. Et donc on peut se dire qu'avec l'ADN, avec la caméra de surveillance, le travail va être super facile et l'agresseur va être retrouvé extrêmement vite. Mais voilà, rien ne va marcher comme prévu. L'ADN va effectivement être prélevé, mais malheureusement, il ne va matcher avec aucun qui se trouve déjà dans la base de données des policiers. Alors on peut se dire que la vidéosurveillance, elle va aider, sauf que non, quand les policiers vont regarder les images, ils vont se rendre compte que tout est pixelisé. On voit effectivement 2 petites ombres qui marchent, qui vont vers le cabanon, mais on peut rien en dégager, c'est vraiment tout pixelisé. Donc c'est même impossible vis-à-vis de ça de pouvoir faire même un portrait robot de l'agresseur. Les enquêteurs qui n'ont donc plus rien, plus aucune piste, vont se tourner vers Annette, donc la meilleure amie de Pina qui était avec elle le soir de sa disparition, pour lui demander de faire une description des 3 hommes avec qui elle a laissé Pina. Cette description sera alors publiée dans les journaux et ces 3 hommes seront mentionnés comme étant les suspects principaux. Il s'agissait donc de 3 hommes, 2 qui avaient 24-25 ans et 1 qui avait 40 ans. 2 d'entre eux étaient assez petits, il y en avait un qui avait comme des cheveux noirs tirés vers l'arrière. Mais bon, ça reste une description très vaste et ça va pas aider énormément. Mais là, il va y avoir quand même pas mal de théories qui vont commencer à naître. On se dit que ça pourrait être un vol qui a mal tourné, ou quelqu'un qui aurait voulu l'agresser sexuellement, mais surtout, on se dit qu'il pourrait s'agir d'un crime haineux, car Pina était ouvertement bisexuelle et montrait clairement un plus grand intérêt pour les femmes. Mais voilà, dites-vous bien une chose, ces théories vont être la seule chose qui va rester vraiment pour la famille de Pina parce que l'enquête n'avancera plus. En tout cas, plus pendant 4 ans parce qu'en 2013, enfin, il va y avoir un rebondissement dans l'affaire. En fait, l'ADN retrouvé sur le corps de Pina avait été mis dans une base de données de la police au cas où un jour un ADN semblable y serait enregistré. Et là, en 2013, ce fut enfin le cas. En fait, un jeune homme de 23 ans avait été arrêté cette année-là dans la ville de Québec après avoir menacé de mort une jeune femme. La police avait alors pris son ADN, l'avait mis dans leur système et là, ça avait matché avec celui retrouvé sur le corps de Pina. Le suspect sera alors arrêté. Il s'appelle Jean-Philippe Tremblay, il a 23 ans et est un ex-militaire. En 2009, donc au moment du meurtre, il était âgé de seulement 19 ans. Pour vous parler un petit peu de Jean-Philippe, il était originaire de la ville d'Alma, toujours au Québec. Il avait en fait été adopté avec sa sœur lorsqu'ils avaient 3 ans seulement et là, il avait grandi quand même dans une bonne famille mais avec un père très autoritaire qui avait quand même essayé de lui offrir une belle enfance. Par exemple, il avait été dans une école privée, donc voilà, il était quand même assez privilégié. Mais voilà, il avait eu une adolescence compliquée en 2019. Il avait donc tué Pina, parce que là maintenant c'était quand même assez avéré, mais après ça, il avait aussi eu d'autres problèmes avec la justice et il avait attaqué 2 autres femmes. Mais à ce moment-là, son ADN n'avait pas encore été pris. C'était donc seulement en 2013, après une 3e agression, que enfin la police avait décidé de prendre son ADN et qu'enfin ça avait pu matcher avec celui retrouvé sur le corps de Pina. Mais donc Jean-Philippe sera arrêté par les policiers et interrogé. Dans son premier interrogatoire, il va absolument tout nier et dira qu'il n'a rien à voir là-dedans.
Il dira ne pas connaître Pina Rizzi, mais dira aussi qu'il n'a jamais mis les pieds à Montréal de sa vie. Mais voilà, l'interrogatoire va durer 9 heures et pendant toutes ces heures, eh bien Jean-Philippe va quand même un petit peu modifier tous ses dires. Il va finalement avouer que oui, il avait déjà été à Montréal, mais petit, avec ses parents et peut-être juste une seule fois. Ensuite, il dira que non, il se rappelle y avoir été en voyage scolaire, mais 2-3 fois seulement, pour enfin dire que oui, il y allait de temps en temps pour sortir avec ses amis, mais que ça arrivait pas souvent. Malgré tout, il dira aussi qu'il se sent persécuté par les policiers et se dira même être une victime dans cette histoire. Mais bon voilà, les enquêteurs qui sont en train de l'interroger, au bout de quand même quelques heures, ils vont un peu plus faire monter la pression. Et là, Jean-Philippe va finir par avouer. Je mets des guillemets parce qu'il avoue effectivement être bien coupable, mais vous allez voir qu'il se victimise énormément. Il expliquera donc que la nuit du 1er au 2 août, il était bien dans un bar à Montréal avec ses amis. Au milieu de la nuit, Pina l'aurait approché et l'aurait dragué. Jean-Philippe, lui, aurait été surpris car à la base, il n'attire pas beaucoup les filles et puis Pina était plus âgée que lui, donc il était quand même content qu'elle vienne le draguer. Les deux auraient fini par marcher ensemble sur la rue Sainte-Catherine et puis ils se seraient éloignés du centre. À ce moment-là, Pina l'aurait attiré vers le petit cabanon où justement elle a été retrouvée. Dans le cabanon, Pina aurait repris de la cocaïne et puis aurait tenté un rapport sexuel avec Jean-Philippe. Mais là, Jean-Philippe explique que oui, ils ont tenté un rapport sexuel, mais il aurait été impuissant à cause du fait qu'il était tard, fatigué et qu'il avait quand même consommé pas mal d'alcool. Pina se serait alors mise en colère de voir Jean-Philippe impuissant devant elle et elle aurait commencé un petit peu à le shamer, à dire qu'il était nul, vraiment à se moquer de lui et ça, Jean-Philippe l'aurait pas supporté et il aurait comme perdu son calme et il l'aurait frappé une fois. Mais voilà, évidemment, rien ne colle. Même si Pina était bisexuelle, elle était clairement plus tournée vers les filles. Et puis, si jamais elle avait tout de même une conquête masculine, elle choisissait des hommes grands et très beaux, ce qui n'était pas vraiment le cas de Jean-Philippe. Et puis, rappelons-nous que Jean-Philippe n'avait que 19 ans à l'époque. Pina en avait quand même 47. Oui, elle allait souvent vers des hommes plus jeunes, mais plus jeunes, genre la trentaine. Et puis Eve, donc la mannequin qui était aussi l'ex-petite amie de Pina, dira que la réaction décrite par Jean-Philippe ne correspond pas du tout à Pina. Elle était douce, ne se moquait jamais de personne, justement, elle était tout le contraire. Elle encourageait les gens et faisait toujours tout son possible pour que tout le monde se sente bien autour d'elle. Elle n'aurait jamais eu cette réaction face à l'impuissance de Jean-Philippe, et même si elle avait pris des drogues, eh bien, ça changeait rien parce que même sous substance, eh bien, elle restait toujours très très gentille. Mais en plus de l'incohérence dans la manière d'agir de Pina, il y a aussi une incohérence au niveau des faits. Jean-Philippe avait expliqué avoir perdu le contrôle et avait frappé une seule fois Pina. Or, au moment où le médecin légiste a analysé le corps, il avait dit qu'il y avait eu vraiment un tel déchaînement de haine envers elle que son visage, son crâne en était déformé. Elle avait reçu quand même au moins, il avait dit au moins 4 coups. Donc là, si Jean-Philippe explique qu'il a perdu le contrôle et qu'il l'a frappé une fois, ça ne colle pas. De plus, dans le cabanon, les enquêteurs avaient retrouvé un bloc de béton et des bouts de bois couverts de sang, ce qui prouve un vrai acharnement. Les policiers finiront alors par parler des éléments de l'enquête à Jean-Philippe, qui avouera qu'au final, oui, il a un peu plus perdu le contrôle que ce qu'il a dit et qui s'est acharné sur elle avec un bout de bois et qu'il l'aurait achevé avec une brique. Mais bon, il va continuer à dire qu'il a tout simplement été victime de la nymphomanie de Pina. Sachant tout ça, les enquêteurs vont reprendre la vidéo de surveillance qui a été toute pixelisée et ils vont de nouveau la regarder et là, ils vont distinguer une personne qui était habillée en blanc, c'était Pina, et une personne habillée en noir, c'était Jean-Philippe. On voit les deux silhouettes rentrer dans le cabanon et puis sortir, rentrer, et donc on peut imaginer qu'ils allaient sans doute dehors pour fumer. Mais voilà, à un moment donné, on voit Pina sortir du cabanon et se diriger vers la rue, donc là où elle pouvait être vue par tous. Elle sortait vraiment de la zone un peu renfoncée où se trouvait le cabanon. Le truc, c'est que Pina va s'arrêter là, à côté de la route, et puis elle va rester immobile. C'est là le grand mystère de cette enquête. On ne sait pas ce que Pina faisait et pourquoi elle restait comme ça sans bouger. Mais là, quelques minutes après, on voit que Pina va être rejoint comme ça sur le bord de la route par Jean-Philippe. Là, ils vont sortir du champ de la caméra et puis quand ils vont y rentrer à nouveau, Pina semblait comme inanimée et Jean-Philippe traînait son corps.
Jean-Philippe a donc ramené Pina jusque dans le cabanon et donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cabanon et ce qui s'est passé hors champ de cette caméra. Mais bon, suite à ça, le 18 mars 2013, Jean-Philippe Tremblay a été officiellement arrêté pour le meurtre de Pina. Il sera alors placé en détention provisoire, mais le procès aura lieu seulement en 2017. Au procès, Jean-Philippe a été soutenu par sa petite amie, mais aussi par les 4 enfants qu'il avait eus avec elle. Mais là, c'est vraiment dingue parce qu'au moment du procès de Jean-Philippe Tremblay, un autre procès très médiatisé a eu lieu à Montréal. Et à cause de ça, l'affaire Jean-Philippe Tremblay n'a pas tant que ça été médiatisée. Cet autre procès était tout simplement celui de Luca Rocco Magnotta. Si vous ne le connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à propos de lui, et sinon Netflix lui a consacré tout un documentaire qui s'appelle Don't Fuck with Cats et que je vous conseille vivement. Pour l'anecdote, Jean-Philippe Tremblay a même dit à un des enquêteurs que Luca Rocco Magnotta était lui un vrai malade et qu'il avait d'ailleurs regardé la vidéo que Luca avait fait de son meurtre. Sinon, à son procès, Jean-Philippe Tremblay va se défendre en disant que tout ça, c'était involontaire, qu'il n'avait pas fait exprès de tuer Pina, et il dira « J'ai fait une gaffe, mais ce n'était pas volontaire ». Il dira que Pina voulait repartir chez elle et qu'il l'a donc frappée pour l'empêcher de partir et que ça a fini par mal tourner. J'avais peur d'être seule dans une grande ville que je ne connais pas. Je me rappelle de lui avoir donné un Christy de bon coup, je pense que je l'ai achevé avec une brique si je me rappelle bien. L'accusation de son côté a vraiment essayé de prouver qu'il n'y avait rien d'accidentel là-dedans. Jean-Philippe s'était bel et bien acharné sur la tête de Pina qui avait été retrouvée, comme je vous l'ai dit, complètement déformée. Et puis Pina avait aussi essayé de se défendre vu que sous ses ongles on avait retrouvé la chair de Jean-Philippe Tremblay. Et puis aussi, chose que je ne vous ai pas encore dit, peut-être, c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, ça laisse pressentir des choses. Le corps de Pina, quand il a été retrouvé, Pina n'avait plus de pantalon. Son pantalon était enroulé autour de son cou et elle avait son t-shirt et son soutien-gorge relevés au-dessus de sa poitrine. Donc peut-être que Jean-Philippe Tremblay aurait essayé de l'agresser sexuellement une fois qu'elle était décédée, ou en tout cas il en a eu l'intention à un moment. En fait, ce qui va aussi être très triste dans le procès, c'est que la défense va vraiment essayer de remettre la faute sur Pina ou même de la diminuer aux yeux de tous. Par exemple, on la qualifiera de droguée, ce qui est clairement hors sujet. En fait, le fait qu'elle ait consommé de la drogue ou non, ça change rien, elle méritait pas du tout d'être tuée pour autant, donc je comprends même pas pourquoi ils ont insisté là-dessus à son procès. Au final, heureusement, Jean-Philippe Tremblay a été reconnu coupable pour le meurtre au premier degré de Pina Rizzi. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Après sa condamnation, Jean-Philippe Tremblay a accepté de dire quelques mots, il s'est excusé auprès de la famille de Pina, et puis il a dit que ça lui faisait du bien d'être condamné parce qu'il tenait ça sur ses épaules depuis presque 9 ans et que maintenant il en était enfin libéré. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Mais dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette histoire. Et voilà, sinon moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!